Ok, donc, on avait terminé la dernière fois sur une partie mécanique avec l'étude des forces, l'étude des mouvements, des référentiels et ainsi de suite. Alors on va attaquer maintenant à partir d'aujourd'hui un nouveau chapitre qui rentre toujours dans le cas de la mécanique, mais qui va faire appel à des notions un peu particulières. Donc pour vous y retrouver, vous pouvez noter dans le cahier, sur une nouvelle page, le nouveau chapitre, le titre du nouveau chapitre, on va parler d'énergie mécanique. Donc vous pouvez prendre une nouvelle page et noter ça dans le cahier. Alors, la notion d'énergie, c'est une notion particulière. En fait, c'est une notion qui est facile à comprendre, mais en même temps compliquée. C'est très pratique à utiliser, mais en même temps, ça demande un certain bagage. La notion d'énergie, quand on parle d'énergie, en fait, premièrement, ce que vous devez comprendre, c'est que ça n'a pas de réalité matérielle, pas de réalité, j'ai envie de dire physique, mais physique dans le sens matériel. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir un morceau d'énergie dans la main. On ne peut pas prendre un morceau d'énergie, c'est-à-dire le toucher ou ainsi de suite. C'est un concept. C'est un concept, mais qui permet d'expliquer vachement bien les choses, quoi. C'est-à-dire que quand on a besoin d'expliquer quelque chose, sans forcément passer par des notions extrêmement compliquées, on peut utiliser la notion d'énergie. On a déjà vu la notion d'énergie électrique, par exemple. L'énergie électrique qui est utilisée et qui est comptabilisée par le compteur. D'accord ? Donc l'énergie électrique, c'est tout ce qui concerne l'électricité. Quand il y a l'électricité qui intervient, qui permet de faire fonctionner des appareils ou ce genre de choses, il y a une notion énergétique derrière qui va permettre de l'utiliser facilement. Après, il y a plein de choses pour comprendre facilement la notion énergétique. Bon, vu qu'on parle en mécanique, je vais vous montrer un truc. Je vais passer sur la caméra. Toc. Alors, là, j'ai un morceau de blanco. Ce stylo contient de l'énergie. Alors, forcément, quand on voit sa tête comme ça, on n'y pense pas. Pourtant, si, il contient de l'énergie. D'ailleurs, justement, ce que je vais faire là en direct live, devant les millions de téléspectateurs de YouTube, je vais augmenter son énergie. Attention, ça va aller vite, hein. Il va falloir rester concentré. Je vais augmenter l'énergie de mon blanco. Ok ? Voilà. Je viens d'augmenter l'énergie de mon blanco. Alors, pour les deux qui sont en train de se marrer dans le fond, non, c'est pas totalement débile ce que je fais. Comment je sais effectivement que j'ai beaucoup plus d'énergie qui est stockée là-dedans que par rapport à là ? Ben, c'est simple, il suffit de le lâcher. C'est-à-dire, il suffit de libérer son énergie. Là, si je libère son énergie là, pas super impressionnant. Par contre, si j'augmente son énergie et que je le libère, ça fait pas du tout le même bruit. L'impact n'est pas du tout le même. Pourquoi ? Parce que l'énergie qui était stockée quand j'étais là est relativement faible, tandis que l'énergie qui est stockée quand je le mets là, alors je l'ai monté de niveau, hein, c'est difficile de montrer en 2D, mais en augmentant effectivement sa hauteur, je stocke de l'énergie à l'intérieur, et comment je le sais ? Ben, c'est au moment où je le lâche. L'impact, qui est beaucoup plus fort, me dit qu'il y avait quelque chose là-dedans qui s'est libéré et qui était beaucoup plus important. Alors voilà pourquoi je dis que l'énergie en fait est pratique et facile à comprendre, parce que ça permet d'expliquer pas mal les phénomènes, comme les phénomènes d'impact. Simplement en parlant d'énergie, j'ai pas forcément besoin de passer par des équations phénoménales ou encore moins passer par des notions hyper compliquées pour expliquer le fait que l'impact est beaucoup plus violent. Dans le cas où mon objet est plus haut, tout simplement parce qu'il y a une énergie qui est stockée à l'intérieur qui est beaucoup plus élevée. D'ailleurs, quand mon stylo est là, je mets moins de force dans le bras tout simplement parce que je suis en train de retenir son énergie. Tandis que plus il est haut et plus il va avoir d'énergie, ça va demander un effort musculaire beaucoup plus important. D'autant que quand je le lâche, forcément, le bruit est plus important parce que l'impact est plus important, parce que l'énergie qui était stockée dans mon stylo est beaucoup plus importante. Alors c'est ça qu'on va essayer de voir maintenant.
c'est d'expliquer un peu les concepts de mécanique, comme la vitesse, le mouvement, la hauteur, l'impact et ainsi de suite, mais avec ces notions d'énergie. Et vous allez voir que ça va expliquer pas mal de choses qui sont intuitives. Intuitif, ça veut dire que bon, c'est bon quoi. Je veux dire, il est plus haut, je le lâche, il tombe plus fort. C'est intuitif, ça veut dire que je le connais, je sais ça. J'ai pas besoin d'avoir fait 500 années d'études pour pouvoir comprendre ça. Mais ça va permettre de conclure sur pas mal de choses et donc de l'utiliser d'une façon un peu pratique. D'accord ? Alors, pour mettre tout ça en place, l'activité du jour, donc c'est une activité du livre. Je mettrai la page dans la description pour ceux qui veulent éventuellement quelque chose d'un peu plus grand. Alors, c'est une expérience qui est faite ici, avec 2 billes de métal. En fait, c'est un peu ce que j'ai fait. La seule différence, c'est qu'on va utiliser un bloc d'argile, le bloc d'argile qui est là, pour pouvoir mesurer l'intensité de l'impact. D'accord ? Donc en fait, initialement, on est là, les 2 billes, vous voyez, elles sont là, puis on va les lâcher et on va faire une chronophotographie. Là. Initialement, elles sont immobiles, on les lâche et on fait une chronophotographie. Chronophotographie, je répète, quand l'objet va tomber, on va prendre des photos à intervalles de temps réguliers. Et on a le résultat au niveau de l'impact sur le bloc d'argile. Parce que moi, je vous ai mesuré ça avec le bruit. Bon, si on pouvait avoir quelque chose d'un peu plus précis, ça serait un peu plus pratique. D'accord ? Alors, l'expérience qui est là doit être associée à ces mots de vocabulaire-là. Ces mots de vocabulaire-là, on va les utiliser. Parce que il y a différentes formes d'énergie. On va distinguer différentes formes d'énergie parce qu'au cours d'un mouvement, il y a différents phénomènes. Hauteur, vitesse, trajectoire et ainsi de suite. Donc on va utiliser ces notions énergétiques-là pour expliquer ces phénomènes-là. D'accord ? Alors comme d'habitude, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et attaquer les questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est des questions qui ne sont pas hyper compliquées, elles sont assez intuitives, mais faites bien attention aux mots de vocabulaire. D'accord ? Et pour les autres, comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans la description le timecode si vous voulez avoir une explication sur une question un peu particulière. D'accord ? Donc on est parti ? Alors, question 1. Quel intervalle de temps sépare 2 positions successives des boules lors de la chute ? Comme je vous ai dit, ici on a fait une chronophotographie. Donc à intervalle de temps régulier, on a pris une photo. On laisse la balle tomber, et à intervalle de temps régulier, on fait une photo. Bon, la question 1, c'est combien de temps il y a entre chaque position. À vous de regarder ce document-là. C'est indiqué dans le document. N'oubliez pas, un document, c'est, je précise bien, je vais même entourer, le document, c'est tout ça, du haut jusqu'au bas. D'accord ? Pas uniquement que les photos. Donc, première question, c'est dans ce document-là. À vous de trouver la réponse. Pas hyper compliqué, si vous savez où regarder. D'accord ? Deuxième question. Comment évolue la distance entre 2 positions successives des buis ? Comment évolue la distance ? Là, entre 2 positions successives, comment évolue la distance en fait au cours de la chute ? D'accord ? Bon, comment évolue ? On rappelle, est-ce que ça augmente ? Est-ce que ça diminue ? Est-ce que ça reste constant ? Pour toutes les matières. D'accord ? Ça doit devenir inné. Vous ne devez plus vous planter sur la question comment évolue. Il suffit de regarder ici et dire est-ce que ça augmente ? Est-ce que ça diminue ? Est-ce que ça reste constant ? D'accord ? Troisième question, quelle boule déforme le plus l'argile ? Bon, là, vous avez le résultat, là, dans le bloc d'argile, entre la bille A et la bille B. Bon, laquelle déforme le plus l'argile ? Laquelle a fait un plus gros trou, si vous voulez ? D'accord ? Je vais passer vite, c'est pas la question la plus compliquée qui soit. Laquelle a fait le plus gros trou ? Au moment de l'impact, bien évidemment. Ok ? Quatrième question, comment varie la vitesse de la bille au cours de la chute ? Et quelle bille à la plus grande vitesse juste avant l'impact justifie la réponse ? Là, c'est comme ce qu'on a vu dans la partie mécanique d'avant, dans le chapitre d'avant. C'est-à-dire qu'on a une chronophotographie. La chronophotographie donc décrit la trajectoire.
c'est pas une question, mais normalement, quelle est la trajectoire de la bille, des deux billes, trajectoire rectiligne, parce que ça va droit. Et là, on demande comment varie la vitesse. Bien évidemment, en justifiant la réponse. Comment varie la vitesse au cours de la chute? Pour le justifier, n'oubliez pas de regarder l'histoire de chronophotographie, c'est-à-dire l'écart entre les billes. Okay, la chronophotographie doit vous donner une idée justement de l'évolution de la vitesse. Est-ce que ça accélère? Est-ce que ça ralentit? Ou est-ce que la vitesse reste toujours constante? Pour justifier ça, n'oubliez pas d'utiliser la position, l'écart entre les billes. D'accord? Sachant ça, bon ben, laquelle va avoir la plus grande impact, la plus grande vitesse au moment de l'impact, pardon. Pareil, justifier ça avec les notions de vitesse et les notions d'écart. Les deux billes sont lâchées au moment de l'impact entre la bille A et la bille B, ici, laquelle a la plus grande vitesse. D'accord? À vous de justifier ça après comme vous voulez, sachant que, comme je vous ai dit, l'histoire de la chronophotographie est quand même assez importante. C'est-à-dire l'écart entre les billes. Ok? Cinquième question, et là on commence à arriver à des trucs un peu, on va dire, techniques. Quelle forme d'énergie possèdent les boules avant d'être relâchées? Comment varie cette énergie quand l'altitude diminue? Bon, là on va faire appel aux notions énergétiques. Et on va mettre un mot sur l'énergie que je vous ai montré tout à l'heure avec le blanco. Quand les billes sont lâchées, quelle forme d'énergie elles possèdent? Bon, on voit ici, là, dans la boîte de vocabulaire, qu'on distingue deux formes d'énergie. L'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Vous devez lire, là, les définitions d'énergie cinétique et d'énergie potentielle, et dire finalement, quand les billes, là, elles sont en haut, elles ne sont pas encore lâchées, quelle énergie est stockée à l'intérieur? Comment on appelle cette énergie justement qui est stockée? C'est une des deux, regardez les définitions, et à vous de dire quelle énergie possèdent les boules avant d'être lâchées. Et comment cette énergie va varier quand l'objet va tomber, c'est-à-dire quand son altitude va diminuer. D'accord? Là, faites appel à votre logique sur la deuxième partie. Si vous avez compris la définition qu'on vous donne ici, vous comprenez comment va varier l'énergie quand l'altitude va diminuer. D'accord? Sixième question. Les deux billes possèdent-elles la même énergie cinétique au moment de l'impact? Donc énergie cinétique, on a cette définition-là. Forme d'énergie que possède tout corps en mouvement du fait de sa vitesse. Du fait de sa vitesse. D'accord? Bon, vous avez la définition d'énergie cinétique. Est-ce que les billes, là, au moment de l'impact, est-ce qu'elles ont toutes les deux la même énergie cinétique? Comment on peut justifier ça? D'accord? Regardez bien la définition d'énergie cinétique et faites la relation par rapport à ce qu'on a dit avant. Là, c'est beaucoup de raisonnement. Ok? Septième question, donc recopiez le tableau, ok, ci-dessous, en choisissant les propositions. À chaque fois, vous avez nul ou maximal, diminue, augmente ou est constante, nul ou maximal. Il faut choisir, c'est-à-dire énergie potentielle avant de lâcher. Est-ce qu'elle est nulle ou maximale? À vous de choisir. Pendant la chute, est-ce qu'elle diminue, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle est constante? À vous de choisir. Au moment de l'impact, est-ce qu'elle est nulle, est-ce qu'elle est maximale? Pareil pour l'énergie cinétique. À vous de choisir, là c'est un choix par rapport à ce qu'on a avant. Il faut choisir un des mots qui est adapté à l'énergie potentielle avant de lâcher, à l'énergie potentielle pendant la chute et l'énergie potentielle au moment de l'impact. À vous de choisir. D'accord? Si vous êtes un peu perdu, faites-le un peu au pifomètre. Sachant que ce qui serait surtout intéressant, c'est que vous essayez de raisonner. L'énergie potentielle avant de lâcher, est-ce qu'elle est nulle, est-ce qu'elle est maximale? L'énergie cinétique avant de lâcher, est-ce qu'elle est nulle, est-ce qu'elle est maximale? Pour pouvoir comprendre ça, revenez aux définitions des énergies. D'accord? Lisez bien la définition et essayez de vous les approprier. C'est-à-dire essayez de comprendre simplement l'énergie potentielle, c'est lié à quoi? C'est-à-dire dans quel cas j'ai une énergie potentielle? Et l'énergie cinétique, c'est lié à quoi? Dans quel cas j'ai une énergie cinétique? D'accord? Bon, je vous laisse essayer de mâcher tout ça tranquillement et on se retrouve pour la correction. Allez, à tout de suite.